Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Tissot, je suis directeur de l'Office du tourisme de la ville de Marseille. Je viens ici pour vous présenter un petit peu notre destination et surtout les progrès que cette destination a réalisés depuis quelques années et où nous allons nous positionner aujourd'hui. Alors, Marseille, c'est une ville, c'est la deuxième ville de France, 870 000 habitants. C'est la plus grande métropole française avec 1,8 million d'habitants. Nous avons aujourd'hui sur le secteur qui nous concerne, nous, c'est-à-dire le tourisme, 5 millions de touristes à Marseille, 8 sur la métropole. Nous sommes premier pôle de croisière français, 14e mondial devant New York. Et également de beaux résultats sur le tourisme d'affaires, puisque nous sommes 3e français et 45e au niveau mondial. Voilà un petit peu en substance les premiers chiffres que je voulais vous donner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? On appelle traditionnellement cette ville une ville métamorphosée, puisque en l'espace de 15 ans, la ville s'est complètement transformée pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, sous l'impulsion de la municipalité de Jean-Claude Gaudin, ça c'est une certitude. Et ensuite, nous avons pris des grands axes de développement. Le premier grand axe de développement qui a été choisi, c'est l'axe de développement sur tout ce qui était les grands événements. Nous avons un tissu économique riche, certes, mais qui pourrait être encore plus dense. Donc nous nous sommes appuyés à la fois sur le tissu économique, mais également sur tout ce qui était événementiel, tout ce qui était tourisme. Et si je fais un point précis sur l'événementiel, tout a commencé en 98 avec la Coupe du Monde de football. Et tous les 2 à 3 ans, nous avons rythmé la ville par des grands événements. Il y a eu ensuite le passage en 2000, il y a eu la Coupe du Monde de rugby en 2007, il y a eu juste avant la Louis Vuitton's Cup, l'acte 1 de l'America's Cup qui a eu lieu à Marseille, vous connaissez aussi bien. Il y a eu ensuite de grands événements, et petit à petit ces événements sportifs ont alterné avec des événements culturels. Capitale européenne de la culture en 2013, ça a été vraiment le coup d'envoi, je dirais, du nouveau Marseille. Pourquoi? Parce que pendant l'année 2011 et l'année 2012, la ville a été complètement en travaux. Je me souviens quand on présentait, je dirais, à des investisseurs ou à des tours opérateurs ou à des organisateurs de congrès en 2011 et 2012, Marseille post-2012-2013, c'était assez marrant parce que sur toutes les PowerPoint qu'on présentait, il n'y avait que des images de synthèse. Rien n'était construit. Donc le Mucem n'existait pas, l'Ombrière n'existait pas, l'hôtel Intercontinental, nous avions le bâtiment mais pas l'hôtel à l'intérieur. Donc on a vraiment, en 1 an et demi, complètement transformé cette ville-là. 650 millions d'euros d'investissement public et privé, avec des gros aménagements et surtout la confiance des investisseurs. Et je pense que depuis une quinzaine d'années, ce qui nous permet de nous développer, bien sûr, c'est en partie les fonds publics, mais c'est surtout les fonds privés, des investisseurs qui viennent et qui reviennent, puisque ne serait-ce que sur le secteur de l'hôtellerie, nous sommes passés en 15 ans de 4500 chambres d'hôtel à 9000, et nous venons de rendre là le dernier schéma de développement hôtelier, nous avons encore 1500 chambres qui se construisent sous 2 ans avec des enseignes internationales. Donc ça montre la vitalité de la ville de Marseille, puisque c'est la première ville en investissement hôtelier et en création de chambres. Nous créons en moyenne, nous avons une progression de 4,9% depuis 10 ans sur le nombre de chambres. Donc on est la première ville française, loin devant les autres, qui certainement, pour certaines, je pense à Lyon dans ma tête, sont déjà équipées assez fortement. Alors ça c'est pour la partie chiffres. Quand je vous parlais des grands événements, pourquoi nous avons travaillé énormément les grands événements? Ils ont 2 facultés énormes. La première, c'est que vous pouvez transformer une ville quand vous gérez des grands événements. Je prends le cas de Barcelone 92, le téléphérique de Barcelone qui relie Montjuïc au port. Donc une levée de bouclier complète pour créer ce téléphérique parce que ça dénaturait la ville et donc les habitants étaient contre. Le maire a réussi à l'imposer uniquement parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Sauf qu'à la fin des Jeux Olympiques, les habitants étaient contre le démontage du téléphérique et le téléphérique a pu rester pour faire progresser la ville. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin parfois, au niveau aménagement urbain, de grands événements pour un petit peu casser les codes et pour bousculer, je dirais, les choses. C'est le problème que nous avons clairement aujourd'hui à Marseille, avec ceux qui sont pour le téléphérique entre le port et la colline de Notre-Dame-de-la-Garde, et ceux qui sont contre. Donc, je ne prendrai pas parti, mais le débat est ouvert chez nous. Il nous faudra peut-être attendre les Jeux Olympiques de 2024 pour qu'on voit quelque chose se passer. Alors, si on continue sur cette partie événementielle, nous avons enchaîné les capitales. Après 2013, ça a été quand même 100 millions d'investissements publics et privés. Les entreprises locales, il y a 200 entreprises locales qui ont investi quand même 17 millions d'euros sur cet événement. Et c'est la première fois véritablement que le secteur culturel, le secteur économique et le secteur touristique se sont parlé à Marseille.
Ce n'était pas le cas avant. Chacun était un petit peu dans son coin. Et ça nous a donné confiance pour créer d'autres événements. Donc il y a eu ensuite 2017 la capitale européenne du sport, 2018 la capitale européenne de l'amour, et 2019, donc cette année, nous sommes sur Marseille-Provence Gastronomie, donc c'est mettre en avant sur tout le territoire métropolitain et départemental la gastronomie marseillaise, régionale, provençale à l'honneur. Et donc nous allons continuer sur les années à venir. Voilà sur la grande partie événements passés. Sur le congrès, même combat. Le congrès, nous avons démarré avec plusieurs sites qui étaient assez obsolètes. Ici, le World Trade Center dans lequel vous êtes a subi une transformation totale il y a 3 ans. Et heureusement, aujourd'hui c'est un endroit qui est très apprécié, très moderne, en plein cœur de la ville. Vous avez vu très certainement, en vous baladant à Marseille, l'ensemble des travaux qui sont faits aujourd'hui en hypercentre-ville. Ils ont 2 raisons, enlever les voitures de l'hypercentre-ville et redonner aussi du souffle au commerce du centre-ville qui souffre, comme je sais dans beaucoup d'autres villes. Mais donc c'est la volonté à la fois du maire de Marseille et de la présidente du département qui finance en grande partie ces travaux-là, de redonner à Marseille un cachet un peu plus, pas aseptisé, mais un peu moins volubile. Voilà, donc l'autre palais des congrès, c'est le palais du Pharo, que vous avez vu certainement à la sortie du Vieux-Port à gauche. Ça, c'est un centre historique où nous recevons énormément de congrès. Et le troisième, c'est le Parc Chanot, le palais des expositions. Alors, pour faire un comparatif avec Palexpo, que je connais bien, à Genève, nous avons opté pour garder notre palais des congrès en centre-ville, en hyper-centre-ville, en connexion directe avec les habitants, à côté du stade Vélodrome, à côté du palais des sports, à côté du palais de la glace et de la glisse. Alors, la configuration géographique nous a aidés, certes, mais aujourd'hui, pour nous, c'est plutôt un atout. Et nous attendons avec impatience je dirais la nouvelle délégation de service public qui permettra dans un an d'affecter à un opérateur privé ou à un consortium, en tout cas je ne sais pas lequel, ce palais parce qu'il a besoin d'énormément de rénovation. Donc en quelques années, nous sommes passés d'à peu près 50 à 60 opérations de tourisme d'affaires à 800 aujourd'hui. Donc on a une équipe dédiée. Avec Lyon, nous sommes les 2 plus grosses équipes françaises sur la recherche de congrès. Et parce que j'étais hier à Lyon, on compare un petit peu nos chiffres. Et c'est assez intéressant parce que du coup, au niveau français, on est avec Paris, évidemment, on est les 3 villes très très proches, avec Paris qui a quand même, je dirais, un train d'avance sur nous, bien évidemment. Mais du coup, quand on chasse en meute, ensemble, on récupère pas mal de congrès qui se posent ou à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille. Mais en tout cas, on intéresse énormément parce qu'on a une vraie dynamique collective. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Et ce chasser en meute, en fait, on l'applique dans le tourisme, mais je vois bien qu'on l'applique aussi transversalement. Dans le tourisme, on a besoin de vendre l'attractivité d'une destination. On ne vient pas tous dans un endroit pour les mêmes motivations. Quand vous allez à Barcelone, quand vous allez à Genève, quand vous allez à Lyon, vous avez chacun une motivation différente de par votre culture, de votre formation, de vos amis qui vous en ont parlé ou pas. Et donc nous avons essayé de recréer le même concept sur Marseille. Donc très souvent sur les missions que nous faisons, nous sommes regroupés avec la Chambre de commerce, avec les relations internationales de la ville, avec le pôle économique, j'en oublie certainement, mais tout ce monde-là, et les chefs d'entreprise, parce que les missions sont toujours partagées, public-privé, et nous allons vendre une attractivité générale de territoire, pas uniquement la partie touristique, la partie hôtel, la partie palais des congrès. Ces petits morceaux n'intéressent personne. Ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est la dynamique générale, et aussi bien pour les visiteurs, les congressistes, les organisateurs de congrès, mais également pour les investisseurs. Un point complémentaire, c'est l'activité croisière à Marseille. Donc nous sommes un port, ça n'a échappé à personne, l'un des ports les plus profonds de Méditerranée, l'un des plus grands ports, puisqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en capacité d'escaler 9 bateaux de croisière simultanément. Notre record, c'est 6 pour l'instant. Plus de 25 000 croisiéristes par escale, par jour, donc les jours forts, donc c'est assez important. Et donc nous développons cette activité depuis maintenant 1996, hein, ça fait 23 ans. On est passé en quelques années, 96 c'est 19 000 croisiéristes à Marseille, aujourd'hui on va avoir 2 millions en 2020. Vous ne nous verrez absolument pas communiquer sur le sujet, et c'est le drame un petit peu du tourisme aussi, parce que maintenant on parle tous de surtourisme, il y a trop de touristes. Le touriste pollue, parce qu'il respire, parce qu'il mange, parce qu'il boit, donc il y a trop de touristes, il faut arrêter le tourisme. Donc c'est pas du tout mon avis en tout cas, je pense que quand on est une ville comme Rome avec 30 millions de touristes, on peut avoir ce doute-là. Nous, avec 5 millions, on est encore loin du compte. Par contre, il faut tenir compte de l'avis de la population qui, aujourd'hui, estime
parfois à raison, quand on voit l'encombrement à Notre-Dame de la Garde, qui est un endroit très haut et assez saturé rapidement en termes de circulation, il faut tenir compte de la vie de la population. Donc aujourd'hui, dans notre façon de travailler le tourisme, on va complètement évoluer vers du développement durable, vers de l'éco-responsabilité. On va impliquer non seulement les habitants dedans, mais bien sûr les touristes, les congressistes. Donc à partir du 1er janvier 2020, tout congressiste qui vient à Marseille aura la possibilité de verser 1 euro. On a 450 000 journées congressistes par an. Ça fait 450 000 euros potentiellement. Et avec cet argent-là, on va replanter des arbres. Alors vous allez me dire, ce sont des mesures démagogiques peut-être, mais en tout cas, on essaie de trouver des solutions pour montrer que le touriste, en fait, il peut apporter non seulement de la richesse, parce qu'il en apporte, il crée de l'emploi, bien évidemment, mais également il protège le territoire dans lequel il va. Donc ça, c'est notre rôle aujourd'hui de communiquer. Alors, c'est marrant, parce qu'il y a quelques années, quand on prenait 50 000 croisiéristes par an, vous aviez la une dans les journaux, on passait à la télé, c'était génial. Puis aujourd'hui, on en a plus de 100 000 en une année, alors là, on ne dit plus rien. C'est top secret, il ne faut plus parler de rien. Voilà un petit peu le changement de comportement qu'on a eu. Alors, nous, sur la destination, 20 000 emplois créés sur l'activité touristique et maintenus à tous les niveaux de responsabilité. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup également d'emplois saisonniers. Ça fonctionne assez bien. C'est une activité forte. C'est 6% de l'économie marchande de la ville de Marseille. C'est à peu près la même chose sur le territoire départemental et régional. Donc on essaie véritablement de continuer. Nous sommes un des axes forts de développement économique de la ville de Marseille. Ce n'est pas le seul, Dieu merci, mais il est important. Et on a aussi un lien très fort avec tout ce qui est start-up aujourd'hui. Parce que le tourisme, c'est un terrain d'expérimentation extraordinaire à travers les applications. Alors ça, c'est un petit peu has-been. Mais on a aussi beaucoup d'expérimentations qui sont faites sur d'autres secteurs. Alors, je peux vous citer un cas très simple, c'est issu d'une visite à Montréal quand on a rencontré nos homologues à Montréal. Et la ville de Marseille a attribué en fait un prix pour la start-up la plus innovante. Cette personne-là qui s'appelle Audrey Bernard est venue à Marseille. Et on va créer ensemble les senteurs de Marseille. Voilà. Donc elle est spécialisée dans le marketing olfactif. Voilà, c'est une start-up toute nouvelle. Et on va essayer de travailler avec elle sur ce sujet-là. Voilà, donc une belle marge de progression, beaucoup d'investissements hôteliers encore qui tombent sur Marseille. On nous demande beaucoup de foncier qu'on n'a pas forcément à l'hypercentre-ville, hélas. Mais ce développement est vraiment en pleine progression, avec, je dirais, une empreinte écologique très forte à continuer à développer. Le parc national aujourd'hui des Calanques, qui est l'élément le plus plébiscité à Marseille, avec le MUSEM, et ils ont détrôné Notre-Dame de la Garde il y a très peu de temps. Donc vous voyez l'impact culture et nature. Alors simplement un petit calendrier rapide sur les années à venir. Donc là nous sommes en pleine préparation de Manifesta, c'est la Biennale des Arts Contemporains qui a eu lieu à Palerme l'année passée. Donc il aura lieu du mois de juin au mois d'octobre à Marseille. Donc le thème retenu c'est je dirais le partage des eaux, c'est-à-dire la Méditerranée. On est très échange méditerranéen. Nous, c'est notre cœur du réacteur. On aura, donc ça dure quelques mois. Nous avons ensuite des échéances un peu plus lointaines. Je passe des grandes expositions de peinture, de sculpture qu'il y aura à Marseille, mais également à Aix-en-Provence, également à Arles, puisqu'il ne faut pas oublier que toute cette zone-là, on est à même pas 1 heure de route. Donc on est dans un bassin très très petit, en fait, surtout quand on s'éloigne, on part aux États-Unis, on part en Corée, je peux vous dire, on représente vraiment un mouchoir de poche. Donc on a une véritable dynamique territoriale. Et aujourd'hui, moi, mon boulot, c'est pas de vendre que Marseille. Parce que si les personnes préfèrent arriver à Aix et visiter Marseille après en second, peu importe, le tout c'est qu'ils viennent sur notre territoire et qu'ils y reviennent. C'est ça l'essentiel, je pense. 2023, la Coupe du Monde de rugby, encore, la deuxième fois. La dernière fois, nous avions reçu l'équipe des All Blacks en résidence, donc on a redemandé la même chose, parce que ça s'était bien passé. On aura 2024 les Jeux Olympiques, la section voile et quelques matchs de football. Donc pour nous, là aussi, c'est essentiel, parce qu'on a accroché beaucoup de logos autour de la ville. On a accroché la capitale européenne, on a accroché la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde de rugby. Ben, les anneaux olympiques, c'est un petit peu le pompon, c'est un petit peu la résultante de tout ça. C'est le plus grand événement mondial. Alors on n'a que la voile, on est déjà content de l'avoir. Et je pense que ça nous promet encore de belles années. Et au niveau investissement, on sait qu'une ville qui a reçu les Jeux Olympiques a une progression des prix de son immobilier de 4 à 5%. Alors, ce n'est pas forcément terrible pour la plupart, mais je dirais, croyez-moi, que les investisseurs aujourd'hui, ils ont bien ça en tête, et ils sont en train de regarder Marseille avec des grands yeux d'envie.
Dernier point, à très court terme, 2022, le président de la région, Renaud Muselier, vient d'annoncer l'ouverture en juin 2022 de la Villa Cosquer, en fait la Villa Méditerranée qui se trouve à côté de Mucem. C'est le bâtiment blanc qui est en porte-à-faux, va être transformé en exposition Cosquer. Donc vous rentrerez par le bassin qui est juste devant et vous descendrez pour être immergé dans une grotte, la grotte Cosquer, qui aujourd'hui est à 27 mètres de fond au large de sous Sormiou et qui date de 27 000 ans d'existence. Donc ça va être un facteur d'attractivité très fort pour nous. On compte à peu près 500 000 visiteurs payants par an. Et l'autre équipement qui est juste à côté, c'est le J1, c'est le Mall J1. Donc on avait le Mall J4 où est le Mucem. Le Mall J1, c'est un très très grand bâtiment qui fait à peu près 24 000 m² Sean. Et ce bâtiment-là va héberger des piscines, des restaurants, des condominiums et aussi des quais pour les bateaux de luxe. Alors, on aurait aimé des bateaux de luxe très grands, mais malheureusement, ils vont s'arrêter à 30-40 mètres, bon, c'est toujours ça, pour pouvoir apporter, je dirais, du confort sur tout le secteur de haute plaisance. Voilà, ça, ce sont des équipements très forts. Et si on continue sur la réparation maritime, au nord de Marseille, à côté de l'Estac, vous avez ce qu'on appelle la forme 10. C'est une forme gigantesque dans laquelle, aujourd'hui, de nombreux bateaux viennent pour se faire réparer, refiter, ce qu'on dit. Et également, ils viennent pour se faire clocher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bateaux de croisière, principalement, ont des problèmes de pollution. Ça ne vous a pas échappé. Donc, trois solutions. C'est soit vous branchez le bateau à quai quand il arrive. Là, il faut avoir suffisamment de puissance électrique pour fournir tous les bateaux, ce qui n'est pas le cas. Le dernier bateau RCCL fait 6500 passagers plus 2500 membres d'équipage. Donc c'est une ville de 9000 habitants, donc très compliqué à brancher, surtout si on en a 6 ou 7 qui se mettent à la queue leu. Et derrière, vous avez le clochage, c'est-à-dire il nettoie en fait les fumées qui sortent des cheminées pour enlever le soufre. Et la troisième solution, c'est la solution qui est aujourd'hui adoptée par tous les nouveaux bateaux, c'est l'hydrogène. Donc là, on arrête complètement la pollution au soufre et tout le monde passe en carburant propre. Voilà, donc cette forme 10 est dédiée également à ça. C'est assez important, avec des chantiers importants comme Monaco Marine qui est en train de préparer un ascenseur à bateau à Marseille également. Ils sont déjà installés à La Ciotat. Notre chantier est à la Seine. Donc on a vraiment une faculté aujourd'hui de travailler sur ces métiers-là et c'est assez intéressant pour nous parce que tout cela donne de la visibilité, amène du business, amène des congrès, amène du tourisme, amène de la valeur ajoutée, amène des habitants. Donc c'est ce qu'on veut aujourd'hui progresser sur la destination. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute.